Bonjour Davidé. Bonjour Joseph, bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir, les rencontres philosophiques de Monaco, ici dans une des deux manufactures du groupe Montblanc Horlogerie. Tout à fait. Nous sommes dans l'immeuble originel de 1858, donc 161 années d'histoire horlogère ici à Villeret. La relation avec la montagne, c'est quoi? Il y a une relation quasi nécessaire entre l'horlogerie et la montagne. Tout à fait. Effectivement, au début, ça s'est développé beaucoup comme activité d'hiver pour les gens qui étaient installés ici, qui s'occupaient des champs et des vaches pendant la belle saison, et puis qui étaient bloqués 6 mois ou plus par 3 mètres de neige à la maison, et qu'il fallait qu'ils s'occupent avec quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc, si j'ai bien compris, l'horlogerie naît de ce temps interrompu, et donc c'est ce temps mort Exactement. Qui fait inventer la mesure du temps. Tout à fait, ce qui explique aussi ce besoin d'extrême concentration, d'attention de ces spécialistes qui pendant des heures et des heures, avec une dextérité incroyable, arrivent à faire des mouvements, des retouches, de calibrage incroyables. C'est quand même très étonnant. Question philosophique classique, question philosophique fondamentale, c'est qu'est-ce que l'essence du temps? Qu'est-ce que le temps? Et ici, on mesure le temps. Le temps ici est le temps mesurable. Donc, première question, ce serait comment mesure-t-on le temps? Quelle est l'idée qui nous travaille en mesurant le temps? Les objets, les instruments que nous produisons je trouve, ont une relation très particulière avec le temps. Une montre est imaginée, dessinée, assemblée, construite, et puis elle a une vie qui peut durer des siècles, elle traverse les générations, elle traverse les époques. Ça nous permet de voyager vraiment dans le temps. Posséder une montre, assembler une montre, donner vie à une montre, permet de commencer quelque part ce voyage dans le temps. Vous avez sacrifié quelque part un petit peu de précision pour garder la beauté, pour qu'on puisse voir la beauté, la poésie de ce mouvement. Exactement. Et puis, basse fréquence veut dire aussi une pulsation de l'oscillateur qui est très bien lisible par l'œil humain et qui est très bien... je peux la sentir et du coup ça crée tout de suite un niveau émotionnel, un lien entre cette machine vivante qui a un cœur pulsant et puis la personne qui la possède, une espèce de diapason, d'unisson qui le lie à la vie, au temps et à l'histoire. Et donc vous avez fait ce choix esthétique très fort de pouvoir voir la beauté du mécanisme qui mesure le temps et qui raconte une histoire, alors que vous auriez pu faire le choix de la précision au point où la précision est telle qu'on ne voit même plus l'esthétique du mouvement. Tout à fait. Et c'est le cas d'une de nos montres d'horlogerie très complexe qui est un chronographe mécanique qui est capable de mesurer le millième de seconde, qui est doué de 2 organes, un qui pulse à 18 000 alternances par heure et un deuxième qui pulse à 360 000 alternances par heure et qui est capable de capturer le centième de seconde qui après est divisé encore en 10 pour nous donner le millième de seconde. Ce deuxième oscillateur-là, il oscille tellement rapidement que l'œil est incapable de voir le mouvement. Du coup, tu as 30 secondes. Oui. Donc, elle va 2 fois plus vite que celle-là, tu vois. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est incroyable. Et pourtant, c'est la même mesure de... Enfin, c'est le temps, quoi. Ouais, mais le temps combien de temps il y a? Oui, c'est ça. Une montre est numérotée sur 12 heures.
Mais pourtant, notre journée est de 24 heures. Est-ce qu'on fait des montres ou des chronographes qui sont de 24 heures? Tout à fait, absolument, oui. Effectivement, l'affichage à 12 heures, c'est standardisé parce que ça couvre un peu la portion de journée dans laquelle nous sommes actifs. Donc, c'est celle qu'on a intérêt à pouvoir mesurer précisément. Mais par exemple, nous avons fait, dans notre ligne 1858, qui est dédiée un peu à l'exploration, une montre de poche d'explorateur. Et comme pour un explorateur, un voyageur, l'unité de mesure de son temps et la journée, on a modifié le mouvement pour avoir une seule aiguille qui donne heure et minute. Donc on n'a pas la précision aux minutes près, aux secondes près, mais quand on marche à la montagne, on n'en a pas besoin. Par contre, l'aiguille fait un seul tour en 24 heures. Donc elle va 2 fois plus lente. Comme si quand on était en montagne, dans la nature, c'était un chronographe d'explorateur. Tout à fait. Comme si on était dans l'exploration, eh bien le temps passait 2 fois plus lentement que dans une journée de boulot où le temps est mesuré et compté. La question de la pulsation revient souvent. Tout à fait. Pourquoi elle revient tant? Pourquoi la pulsation est si liée au temps? Le temps est défini par des pulsations de l'oscillateur lui-même et du spiral qui est à l'intérieur de l'oscillateur. Et c'est la fraction de cette pulsation, dont on mesure d'ailleurs aussi l'amplitude de pulsation, etc., la fréquence. Et c'est ça qui, après divisé, me permet de passer au temps linéaire divisé, qui est celui qu'on mesure. Et puis, le temps de notre vie est aussi défini par la pulsation du cœur. Du cœur, oui. Et du coup, il y a sans doute quelque chose de très fort qui se passe entre ces deux dimensions. En philosophie, il y a aussi toute une critique du temps des horloges. Pourquoi? Parce qu'en philosophie, on a recherché l'essence du temps et on a passé toute notre histoire, l'histoire de la philosophie, à dissocier la mesure du temps de l'essence du temps, de l'être du temps. Aristote avait défini le temps comme étant mesurable. Hein. C'est que le temps des horloges. Donc c'est intéressant le dialogue philosophe-horloger, parce qu'il y a cette critique et en même temps, dans son histoire, l'histoire de la philosophie, eh bien, Aristote, qui est quand même un des plus grands philosophes de l'histoire, a défini le temps comme chronométrie, comme mesure du temps. Donc il faudrait une montre qui en même temps donne le temps précis, oui, mais qui permet de temps en temps de stopper le temps. De stopper le temps, d'interrompre le temps. Ça serait une montre de philosophe. Je parlais avec un des horlogers et qui me disait justement une phrase très belle. Il me disait, certes, il y a la technique, il y a toute la technique, mais en même temps, il y a tout l'âme de l'horloger qui doit y être, sinon ça ne fonctionne pas. Sinon je ne trouverai jamais l'équilibre nécessaire entre les différents rouages, entre les différents organes de pulsion, de force. Je ne trouverai jamais le mouvement si je n'y mets pas mon entièreté, c'est-à-dire mon âme. Cela est tellement vrai que dans les pièces d'auto-horlogerie que nous réalisons ici, il y a une intervention manuelle qui est encore très très importante, et il y a plein d'ajustements, même d'ajustements de forme qui sont faits sur certains composants de la montre qui au final sont essentiels à sa précision, qui sont faits à la main et qui doivent être répétés pour que la montre fonctionne et qui sont en réalité absolument uniques à cette pièce-là, à tel point que si une pièce revient pour faire une révision, c'est le même horloger qui l'a réalisé qui va la reprendre en main, parce qu'il sait, il va savoir rapidement qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont vraiment les caractéristiques uniques comme l'empreinte digitale de cette montre particulière. Et dans ce sens, c'est des objets vraiment vivants. Donc une montre qui mesure le temps, eh bien elle est chaque fois singulière. Elle est habitée chaque fois singulièrement par la main de celui qui actionne le mouvement qui crée la mesure du temps. Tout à fait. Et d'ailleurs, le temps, il est à nous
il est différent pour chaque personne. Il n'y a pas de personnes qui ont exactement la même perception du temps. Donc,